Diplômée d'un master en communication politique et publique européen à l'université Paris 12 et après un parcours chez TBWA Corporate, W et à la Fédération française de l'assurance, elle a rejoint Publicis Consultant en 2018 comme directrice du New Business. Elle est une spécialiste des enjeux de communication corporate et d'intérêt général en agence comme chez l'annonceur. En 2021, elle est nommée directrice diversité, équité et inclusion au sein de Publicis France. Le groupe Publicis, vous connaissez évidemment, fondé en 1926, il est aujourd'hui le 3e groupe mondial de communication, présent dans plus de 100 pays et compte environ 96 000 collaborateurs. En France, Publicis est leader du marketing, de la communication et de la transformation digitale des entreprises et accompagne près de 600 clients. Mon invité, quelques mois avant sa nomination, lance le premier programme du groupe dédié à l'égalité des chances. Sa nomination en 2021 vient démontrer à quel point les sujets liés aux diversités et à l'inclusion sont devenus importants et stratégiques pour Publicis. Depuis, de nombreux programmes et actions concrètes ont vu le jour avec des premiers résultats tangibles dont elle va nous parler dans quelques secondes. J'ai le plaisir de recevoir pour ce podcast Demain vous appartient une dirigeante vraiment engagée, Leïla Grison. Bonjour. Bonjour Claire Percet. Alors la première question, Leïla, que j'ai envie de te poser porte sur la création de cette nouvelle direction des diversités, de l'équité et de l'inclusion. Je trouve que c'est un signal extrêmement fort pour un groupe d'avoir créé une telle direction. Est-ce que tu peux nous dire ce qui a guidé la création de cette direction et par la même occasion celle de ton poste ? Alors oui, avec plaisir. Et oui, tu as raison, c'était un signal fort. Alors restons modestes, il y avait beaucoup de grands groupes, notamment beaucoup de nos clients qui avaient déjà engagé cette démarche et possédaient déjà une direction diversité et inclusion le plus souvent et ou égalité des chances. Mais c'est un signal fort pour le secteur de la communication, qui est un secteur qui avait pris l'habitude de penser qu'il était toujours avec un temps d'avance, plus mixte que les autres, plus divers que les autres, plus ouvert que les autres, et donc avait un peu perdu l'habitude de se regarder vraiment, tant il est concentré sur l'extérieur. Notre chance, c'est qu'on travaille avec des clients qui sont notre extérieur et qui eux-mêmes sont au contact de la société. C'était un signal fort pour Publicis que de rassembler finalement des énergies de manière très construite autour de ce projet. Donc moi, je suis directrice diversité avec un S, équité et inclusion pour le groupe Publicis en France. L'objectif, au-delà de faire perdurer finalement un motto dont on reparlera peut-être tout à l'heure, qui est Viva la différence, c'était aussi de structurer, d'orchestrer, de viabiliser, on va dire, des énergies autour de l'engagement, des actions qui étaient un petit peu diffuses et du coup avec un impact éparse, on va dire. Voilà, moi, mon job aujourd'hui, c'est de structurer tout ça. Et ça a été aussi, presque plus important, de poser une stratégie claire, avec une feuille de route claire et partagée, à la fois soutenue par le COMEX, mais aussi, du coup, soutenue par les agences et partagée par les agences. Voilà, et de guider tout cela. Quelque chose de bien structuré, exactement, avec des objectifs. Absolument. Et derrière des résultats et du coup des points de mesure. D'accord. Et est-ce que tu peux nous expliquer comment ta direction s'articule avec celle de la RSE ? J'imagine qu'il y en a une. En fait, comment est organisé l'engagement au sens large chez Publicis ? Oui, alors bien sûr. Peut-être juste pour être précise sur moi, ma fonction, ce qui va permettre de bien expliquer l'articulation avec la direction de la RSE. Je travaille sur les 5 piliers de l'inclusion de la diversité, que sont la mixité sociale et les diversités d'origine au sein de nos équipes, l'égalité femmes-hommes, bien sûr, l'inclusion du handicap, des personnes en situation de handicap au sein de nos équipes, et puis, évidemment, la thématique de l'égalité LGBTQI+. Enfin, et ce sujet est montant depuis désormais 1 an, même si en réalité, ça fait 40 ans qu'on sait qu'il va arriver, c'est d'adresser la question de l'intergénérationnalité au sein de nos agences. Donc ça, c'est pour ma partie, on va dire. Et comment je travaille avec la direction de la RSE, donc Caroline Darmon, chez nous, qui est directrice RSE de Publicis en France depuis 2019. Son engagement est un peu plus ancien, mais
Il s'est élargi à l'échelle de Publicis en France en 2019. Nous ne sommes pas rattachés directement, il n'y a pas d'interdépendance hiérarchique, on va dire. Pour autant, évidemment, il y a des synergies totales entre nos sujets. Caroline, elle pilote davantage la partie E de RSE, donc la dimension environnementale, et moi, davantage la partie sociétale ou sociale, même si, évidemment, les deux se rejoignent, notamment, on va dire, embrassés ou rassemblés par ce R de responsabilité. Et puis, parce qu'on a une ambition commune qui est d'accélérer, de l'idée, si c'est possible, ce qu'on appelle le positive change, et que, évidemment, nos actions concomitantes ou parallèles y contribuent. Très bien. Et alors, autre question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi toi ? Est-ce que ce sont des sujets qui ont toujours été en toi, qui ont guidé ton parcours, ou est-ce que ton caractère engagé est venu avec le temps et peut-être en prenant ce nouveau poste ? Pourquoi moi ? Alors, sans doute parce que j'ai cogné à la porte du COMEX et demandé à créer ce poste, ce qui a aidé à ce que ce soit... C'est comme ça que les choses avancent, hein, c'est très bien. C'est ça, exactement. Se saisir des opportunités qu'on se crée pour soi-même, en général, ça fonctionne plutôt pas mal. Toutefois, ils auraient pu aussi m'opposer la création de cette direction, non pas parce qu'ils ne sont pas engagés sur ces sujets, parce qu'ils auraient pu trouver ça inutile, pas opportun à ce moment-là. Il est vrai que ça l'était, opportun, très opportun à ce moment-là, et que je suis arrivée avec à la fois des convictions, mais pas seulement, également une vision donc déjà posée un petit peu des enjeux, que j'ai bien souligné une chose, et c'est important de le dire, cette direction, c'est pas une fondation, c'est pas une association au sein de l'entreprise, c'est une direction stratégique au même titre que la dimension environnementale l'est aujourd'hui. Elle doit être traitée au cœur de l'entreprise parce qu'elle a une assise business, parce qu'elle a une assise réputationnelle, parce qu'elle a une assise marque employeur. Et évidemment, tout ça l'idée par une assise de responsabilité. Mais voilà, et il savait que j'arrivais avec cette idée-là. Donc voilà, j'ai eu la chance qu'on me fasse confiance. Agathe Bousquet et Gauthier Piquet en particulier. Sans doute que mon propre parcours y a un petit peu contribué. J'ai un parcours universitaire dans un environnement professionnel où l'essentiel de mes amis, collègues viennent de grandes écoles de commerce ou d'écoles réputées plus élitistes intellectuellement. La réalité, c'est qu'elles le sont souvent plus sur le plan socio-économique, et elles le sont financièrement davantage qu'intellectuellement. Il y a de très bons niveaux et très bons professeurs à l'université. Mais ça m'a valu malgré tout de me heurter à différents obstacles qu'il a fallu que je contourne. Je crois que j'y suis pas mal arrivée. Mais sans doute voilà, que mon parcours personnel et familial aussi, sans doute, ont un peu orienté mon parcours et en partie la réponse au pourquoi moi. Vraiment, en dernière instance, le pourquoi moi, parce que c'est très important chez Publicis, et on y reviendra peut-être, mais et c'est important pour moi aussi, il y a une volonté qui est de faire les choses avant de les communiquer, faire les choses avant de les dire, et du coup arriver aussi avec des preuves. Il n'y a pas meilleure preuve de l'engagement que l'acte d'engagement déjà réalisé. Et il se trouve que quand je suis allée cogner à la porte du COMEX pour demander la création de ce poste, j'avais déjà lancé un an auparavant avec Guillaume Cossou, qui est toujours d'ailleurs patron de Publicis Sport, un programme qui s'appelle Publicis Track, et qui permet à des jeunes de BTS Communication de venir faire leur stage dans nos agences, qui jusqu'alors n'avaient jamais envisagé de prendre des jeunes de BTS en stage, quand évidemment on a la chance de pouvoir avoir des jeunes qui sont en Master 2 dans de grandes écoles, et qu'ils sont quelques-uns à frapper eux aussi à la porte. Donc la facilité finalement, et peut-être aussi un petit peu le dédain de certaines formations, nous empêchait de nous rencontrer. Et à la question de savoir si on se trouvait suffisamment ou non divers, la réponse était non, en tout cas sur certains types de diversité, notamment celle des origines. C'est posé la question de savoir comment nous recrutions. Et comme on recrute toujours un petit peu au même endroit, finalement, dans des endroits qui sont eux-mêmes assez monolithiques, c'était difficile de trouver de la diversité. Par ailleurs, on a aussi constaté, et ça c'était mon point de départ, que les grandes écoles sont de moins en moins, et c'est valable aussi pour les grandes écoles publiques,
sont de moins en moins diverses, notamment sur le plan de la mixité sociale. C'est moins de 2% de fils et filles d'ouvriers dans les grandes écoles privées, bien sûr, notamment les grandes écoles de commerce, mais c'est également le cas dans les grandes écoles dites d'élite françaises, ex-Sénat, X. Et là où la reproduction des élites. Exactement, qui fonctionne sujet qu'on connaît bien. Hyper bien en France. Mais du coup, je suis allée regarder quelles étaient les formations les plus égalitaires en France, parce qu'on a le système éducatif le plus inégalitaire des pays de l'OCDE, et ce depuis 2016, et ça ne cesse de se creuser. Donc, à l'inverse, je vais regarder quelles étaient les formations les plus égalitaires au sens représentativité de la population française. Il se trouve que ce sont les BTS. 20% de fils et filles d'ouvriers en France, ils sont 20% dans les BTS. 20% de fils et filles d'employés, grosso modo, en France, ils sont dans les BTS. Quand on a 1 ou 2 ou 10% de fils ou filles de cadres dirigeants, ils sont aussi représentés dans les BTS. Donc là, on a des classes mixtes. On avait des classes qui proposaient un parcours en communication. Et nous, on propose, du coup, des stages. On a démarré avec 11 stagiaires. Désormais, les programmes, chaque promo, c'est 45 stagiaires. Et en 18 mois, on a accompagné 120 stagiaires, plutôt de quartiers prioritaires de la ville. On est dans des lycées publics. Il n'y a même plus besoin de se parler de diversité d'origine ou de mixité sociale. Elle est là par nature, elle aussi. Et ce programme qui était d'abord perçu peut-être comme une démarche un petit peu sociale, ou à l'interne et opportuniste à l'externe, elle se transforme en vrai nouveau vivier de recrutement. Et il y a une conviction des deux côtés sur la compétence et le talent de ces jeunes qui nous rejoignent ensuite en alternance. Et ce qui est très important et que je note dans ce que tu disais, c'est que en fait, tout ça est quand même une démarche soutenue par le COMEX. Et que ça, c'est en fait, on le voit à ce micro chaque semaine. La clé de l'engagement pour une entreprise, c'est vraiment que les dirigeants le portent eux-mêmes. Sinon, ça n'avance pas réellement ou ça reste, on va dire, superficiel. C'est indispensable, notamment parce que, d'abord, c'est quand même effectivement plus confort d'être aligné avec la vision de son COMEX. Moi, j'ai une profonde admiration pour, au-delà de ce qu'il représente sur le plan professionnel, sur ce qui anime aussi personnellement chacun des membres de ce COMEX. Sans doute les premiers convaincus, ils ne peuvent pas être sur tous les fronts. Donc, ravi qu'ils puissent effectivement me déléguer une partie de ce pouvoir-là. Sans votre COMEX, c'est très difficile d'avancer, sachant qu'il y a déjà tellement à transformer, tellement de lignes à bouger. Si vous n'êtes pas soutenu, voire poussé, et si on ne vous lève pas quelques barrières, c'est compliqué, effectivement. Alors, je voudrais qu'on parle du slogan de Publicis, c'est « Viva la différence ». Est-ce que tu peux nous expliquer d'où il vient, ce qu'il signifie vraiment, au fond ? Bien sûr. Alors, je ne saurais pas dire précisément quand est-ce qu'il est né, mais en tout cas, il est né dans la bouche de Maurice Lévy, qu'on ne présente plus. Ouais. Maurice Lévy a parlé ou a posé ce motto qui devient quasiment un mantra, Viva la différence, à un moment où vraiment Publicis commençait à prendre de la place sur le marché et le secteur des agences de communication, des groupes de communication, parce que c'est un groupe qui est mondial, tu le rappelais en introduction. Et c'est aussi un secteur qui était largement dominé par les anglo-saxons, notamment les Américains. Et finalement, l'approche qu'on pouvait avoir, nous, de la communication, du marketing, et ça se vérifie encore aujourd'hui dans la technologie, les data, par exemple, sur la protection des données, qui n'est pas du tout la même en France que partout ailleurs. On avait une forme de différence dans la manière d'appréhender les sujets, une forme de différence dans la manière d'appréhender nos arts. Et bien que ce secteur soit largement dominé par les anglo-saxons, je pense qu'il y avait une forme de cocorico un petit peu qui faisait la promotion de notre différence à la française, on va dire, et qui a perduré et qui a fait ce qu'est le groupe aujourd'hui, et surtout qui s'étend sur l'ensemble des champs. C'est Viva Technologie, donc oui, c'est la Tech for Good. C'est Viva Woman. Voilà. Nous célébrons les singularités, les différences, notre différence. Voilà d'où ça vient. Je ne fais que tenter de prolonger humblement le travail initié par Maurice Lévy en toute simplicité. C'est très bien. Est-ce que tu pourrais nous parler de la charte d'engagement pour la diversité qui existe chez Publicis ? En quoi consiste cette charte ? Quels sont concrètement vos engagements ? Alors, la charte de la diversité, elle a le mérite d'exister. Je reconnais que je ne suis pas toujours très cliente des chartes. Ouais. Il y a des chartes. Il y a beaucoup de chartes. Il y a beaucoup de chartes. C'est dur de s'y retrouver. Elles ne sont pas toujours très engageantes.
Certaines le sont beaucoup, type, je vais parler très rapidement de la charte de l'autre cercle sur la question LGBTQI+. Mhm. C'est une charte qui, pour être signée par une entreprise, doit avoir fait l'objet pendant 1 an ou 6 mois d'un travail minutieux dans l'entreprise, et vous ne pouvez pas vous porter signataire, vous ne pouvez pas vous porter candidat à la signature de la charte si vous n'avez pas rempli toute une série de conditions. Voilà, ça va de la sensibilisation à la mise en place d'une personne qui est formée dans l'accompagnement des collaborateurs qui changent de genre, en tout cas qui sont en transition. Voilà, donc ça, ce sont des chartes très engageantes et qui, du coup, effectivement, ont à mes yeux beaucoup de valeur. Il y en a qui ont un peu moins de forts engagements, mais qui, pour autant, effectivement, ont le mérite d'annoncer une intention. Donc cette charte, elle est arrivée il y a 2 ans, presque 3 ans désormais, parallèlement au moment où nous créions le, le programme Publicis Track. Donc ça s'est vécu un petit peu de manière éparse, justement. Et elle engage à 3 choses. Il y avait s'engager à une meilleure représentation et à plus de représentation des diversités dans les campagnes. Il y avait un enjeu de sensibilisation en interne aux enjeux des diversités ou de la diversité, notamment mixité sociale et diversité d'origine, parce que, pour être tout à fait transparente, cette charte, son idée est née à la suite des événements Black Lives Matter, qui ont eu un écho mondial, et où effectivement chaque entreprise, notamment française, se réveillant un petit peu sur le sujet, du coup, s'armait quelque part de comités, groupes de travail, desquels j'ai participé, ce qui était le lanceur aussi de mon job aujourd'hui. Ça, c'est un premier point. Et le dernier point, c'était celui de la mesure. De se mesurer, d'utiliser les outils existants. Ils ne sont pas très nombreux, donc nous, on en a mis en place, j'en parlerai peut-être après. Mais voilà, donc elle avait le grand mérite d'exister, cette charte. Et il manquait, je trouve, un pilier qui était la transformation culturelle en interne, et pas seulement sensibiliser, et avoir nous-mêmes des équipes mixtes, parce que la seule bonne manière de bien représenter, selon moi, les diversités à leur juste place, c'est-à-dire pas une place définie de quelqu'un de divers, juste une place de citoyen ou de voilà, peu importe, nécessite d'avoir dans les équipes voilà, de la mixité aussi. C'est pour moi la meilleure manière de travailler sur que ce soit réel. Exactement, une bonne représentativité. Et peut-être juste une question pour nos auditeurs. Quand on parle des diversités au pluriel, ça recouvre quelle diversité finalement? Est-ce que c'est le handicap? Est-ce que c'est l'origine sociale? Est-ce que c'est la couleur de peau? Est-ce que c'est les femmes? C'est toujours cette question de est-ce que les femmes font partie de la diversité? Je te remercie de poser cette question. Oui, parce qu'effectivement, je me permets. Donc, tu fais très très bien de la poser. Pour être tout à fait honnête, quand j'ai pris mes fonctions, il a fallu en très peu de temps que je choisisse, qu'on réfléchisse à un titre. Alors moi qui suis une fan de sémiologie, j'aime bien retourner à l'origine des mots, du sens. On m'a dit, Leïla, on n'a pas le temps. Il faut qu'on fasse le communiqué presse pour annoncer tout. Et puis, il y avait aussi un sujet de compréhension, de lisibilité pour l'externe. Ouais. Effectivement, aujourd'hui, on se parle en France beaucoup de diversité et d'inclusion. À l'international, de D&I, donc diversité, équité et inclusion. Ça, c'est un premier point. Tu as raison de me poser la question sur les diversités avec un S. On est peu à le dire. Au début, je crois que j'ai fait évoluer en fait le mot au fil de l'eau, parce que je me suis retrouvée confrontée assez régulièrement dans des réunions avec mes homologues à ce quand on parle de diversité, on adresse précisément que le sujet de l'égalité femmes-hommes et de l'inclusion du handicap. Et là, je me suis dit, mais mince, il me semble que ce ne sont pas les seules singularités. Et je note ton point, parce que je le partage, certaine qu'être une femme aujourd'hui, ce soit très singulier dans le monde, vu que nous sommes, je crois, toujours majoritaires. Absolument, on est bien d'accord. Voilà, le sujet de l'égalité femmes-hommes au travail, dont l'égalité salariale, reste un sujet qu'il faut adresser. Donc parfois, je suis sur une ligne de crête. Je ne sais pas toujours s'il faut nommer ou pas les choses, mais je me dis, quand on ne les nomme pas, elles n'existent pas. C'est dommage d'avoir à le faire. Mais au moins c'est nommé. Et donc justement, comme il n'y avait de nommer que le handicap et que l'égalité femmes-hommes, je me disais, c'est encore une manière où de ne pas mettre le doigt sur certaines choses qui aujourd'hui n'existent pas parce qu'elles ne sont pas nommées. Dans le meilleur des cas, c'est par omission. Dans le pire, c'est parce que c'est plus pratique de ne pas en parler. Donc j'ai choisi de mettre un S à diversité, précisément pour qu'on me pose la question et que je puisse redire mixité sociale et diversité d'origine. Et je ne parle pas de
recrutement à l'international de super profils qui viendraient des meilleures grandes écoles. C'est super, évidemment, on en fait. On a ce type de très grands profils. La banlieue parisienne ou le cœur de Paris, ou les territoires, la zone rurale en revitalisation, euh, euh, des ultramarins font partie de ces diversités, parce que pas dans la vie, sont des diversités au sein de l'entreprise parce que peu représentées. Voilà. Quand moi je me sens appartenir à une minorité, c'est absolument pas dans la vie. On va sortir du studio, à aucun moment je vais me sentir être en minorité, ni en tant que femme, ni en tant que femme métisse, ni en tant que communicante, parce que je suis sûre que je peux en croiser dans le quartier. En revanche, il y a certaines réunions, il y a certains lieux. Depuis 20 ans que je travaille dans le secteur de la communication, et pour avoir touché aussi un petit peu au secteur de l'assurance, où je me suis sentie très minoritaire. Voilà. Et on se sent un peu seul. C'est ça, voilà. Et du coup, on se compte, on est un ou une. Donc voilà, donc la diversité, c'est parce que mixité sociale, diversité d'origine, inclusion des personnes en situation de handicap, donc le handicap, égalité femmes-hommes, LGBTQI+, seniors. Et on se parle de plus en plus de neurodiversité. J'adorerais pouvoir l'investir encore davantage. On fait des petites choses au sein de, du groupe. Tu peux nous expliquer neurodiversité, bien sûr, du coup, bien sûr. ce que ça recouvre? Bien sûr. Neurodiversité, d'abord, j'ai fait le choix de ne pas le mettre au sein de handicap, même si certaines neurodiversités peuvent être déclarées ou reconnues comme un handicap. Les neurodiversités, ça va des troubles de l'attention, en passant par la dyslexie, en passant par les différents... Alors, il y a différents curseurs, on va dire, mais les troubles autistiques. Voilà, un HPI, donc quelqu'un qui a un haut potentiel intellectuel, est considéré comme étant neurodivers. Neurodivers, ça veut juste dire que votre cerveau et les cheminements de pensée ne sont pas identiques à la majorité des cheminements de pensée des gens, voilà, en général. Et donc, comme à notre habitude en France, on a une petite tendance à dire « Oh là là, ce qui n'est pas ou la majorité la plus simple à manager, on va la mettre dans la case handicap ou dans la case effectivement diversité vers minorité ». Aujourd'hui, les personnes diagnostiquées neurodiverses, c'est 1 personne sur 5 en France. Et elles sont pas très bien diagnostiquées. La différence entre, par exemple, en France et aux États-Unis, en Angleterre, un enfant dyslexique, je prends cet exemple parce que c'est peut-être le plus facile à identifier, ou sans doute qu'on a tous connu, ou on connaît quelqu'un qui est dyslexique ou dyscalculique, enfin tous les troubles 10. En France, dès l'âge de 5-6 ans, on va vous mettre dans la case, d'abord, étourdi, pas rigoureux, ne fait pas attention, ne fait pas d'efforts, mauvais en orthographe. Donc, en fait, ta vie est cuite parce que tu es mauvais en orthographe. En Angleterre, comme aux États-Unis, on vous met sur un parcours au potentiel. Parce qu'on sait qu'effectivement, vous ne serez jamais très bon en orthographe, mais tout le monde s'en fout. En revanche, on a bien en tête que vous avez une capacité à visualiser, pour beaucoup, je ne vais pas généraliser, en 3D, à être créatif, à rendre simple, trouver une solution simple à un problème complexe. Et donc, on a parmi les 5 fondateurs des GAFAM, dont je ne suis pas toujours très fan, mais ça n'empêche qu'ils ont créé un monde, on va se le dire, tous présentent et ou des troubles dyslexiques et ou des troubles autistiques. Et on a une différence, effectivement, de perception de la neurodiversité en France. Donc, c'est important d'entreprise parce que ça peut être ou dans vos équipes, et que ça... D'ailleurs, ça a été posé par un manager, ce sujet, disant « Je suis sûre que dans mes équipes, j'ai des personnes neurodiverses. Je ne suis pas certain de toujours bien savoir les manager. Et pour autant, je ne veux rien perdre de leur talent. Et je veux rester un bon manager. » Et c'est comme ça qu'on y est entré. Il y a plein de parents qui... du coup, sont ravis de trouver un écho et des conférences sur le sujet. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, diversité, effectivement, avec un S, et on comprend bien pourquoi. Alors, pour passer à des questions peut-être un peu plus globales, un peu plus générales, donc chez Cannes, agence de conseil en RSE que j'ai créée, on aide quotidiennement des entreprises de toute taille, de la PME au grand groupe, à mettre en place des politiques de diversité et d'inclusion, puis à les valoriser ensuite. Est-ce que tu partages la conviction qui est la mienne que c'est aujourd'hui une nécessité pour une entreprise d'avoir une telle politique? Certaines entreprises vivent cela comme un passage obligé, on ne va pas se le cacher, d'autres comme une opportunité, mais globalement, elles ont toutes compris que c'était indispensable. Est-ce que tu vois vraiment ce mouvement au-delà de Publicis, mais je dirais peut-être parmi vos clients? C'est vraiment quelque chose que vous observez aujourd'hui? Oui, bien sûr. Alors, je partage complètement ton point de vue qui est celui de
c'est une nécessité et c'est devenu incontournable. Et évidemment, pas seulement pour Publicis, mais je le vois pour l'ensemble des entreprises. Plusieurs raisons à cela. Il y a évidemment d'abord une dimension éthique ou une dimension de responsabilité. Alors, il y a une forme d'injonction très politiquement correcte et philosophiquement très agréable à porter, qui serait de parler de diversité effectivement en saluant, en promouvant la beauté, tout ça. Donc ça, c'est facile, c'est l'injonction à en parler. Et puis, il y a de plus en plus une injonction à faire. Donc, il y a un devoir, évidemment, éthique et de responsabilité, et qu'on soit une petite, une moyenne ou une très grande entreprise. Quand on a un pouvoir, alors plus on est grand, plus on est gros, plus on a un gros pouvoir, on a aussi de grandes responsabilités. Et on ne peut pas ne pas prendre soin ou s'attacher à faire vivre avec l'écosystème dans lequel on évolue et grâce auquel on gagne notre vie, accessoirement. Donc ça, c'est un premier point, éthique, de responsabilité. Mais on a aussi, effectivement, et pour certains, c'est peut-être le passage obligé, mais presque tant mieux, un devoir de performance. Voilà. Et moi, je passe mon temps à dire et redire, notamment à mes équipes, l'objectif, c'est pas seulement d'expliquer qu'on a raison. C'est pas l'objectif du tout. L'objectif, c'est de gagner. Voilà. Et peut-être à un moment, on pourra s'installer et se réjouir du fait qu'on avait peut-être un peu raison. L'objectif, c'est plus de gagner que d'avoir raison. Donc, peu importe les raisons pour lesquelles les entreprises y vont, évidemment, je souhaite qu'elles y aillent par souci d'éthique et de responsabilité, mais tant mieux si elles y vont par souci de performance. Quand on est une grande marque de cosmétiques, ou quand on est une grande marque de téléphonie mobile, on n'a pas d'autre choix que d'adresser les singularités ou les spécificités de chacun de ces consommateurs. C'est un enjeu business. Ça l'est aussi pour nous. Alors, évidemment, autour de moi, je vois notamment des modèles très inspirants. Tu parlais de clients tout à l'heure. LVMH est très bien doté sur les enjeux d'inclusion et de diversité. Évidemment L'Oréal, évidemment Orange, qui a 15 ans d'avance sur le sujet. Donc, j'ai beaucoup d'admiration et d'affection aussi pour les équipes chez Orange, qui effectivement sont directement connectées aux enjeux, on le disait tout à l'heure, de diversité, notamment dans la conception des offres. On ne conçoit pas la même offre forfaitaire pour quelqu'un qui est à la retraite, pour quelqu'un qui a 15 ans, pour quelqu'un qui doit payer son forfait seul quand il a 20 ans et qui en a une consommation sporadique. Quand on doit, je suis maman de 2 adolescents, payer les forfaits pour ses ados. Et donc, ça veut dire qu'ils avaient déjà compris qu'à la conception des offres, à la conception des produits, il fallait inclure de la mixité. Ouais, et faire du sur-mesure pour chacun. Voilà, et ce, pas seulement pour faire joli dans la campagne de communication. Donc oui, je vois bien sûr le mouvement opérer, et pour en revenir vraiment très rapidement sur les enjeux de performance. Donc c'est pour nous. Alors je vais parler de Publicis, mais je crois que c'est le cas pour tout le monde. Donc je l'ai dit, il y a un enjeu d'éthique, il y a un enjeu de performance vis-à-vis de nos clients, parce qu'ils sont de plus en plus nombreux à nous demander, et je m'en réjouis, de pouvoir apporter la preuve, non pas seulement notre capacité à mettre ou représenter des diversités dans les campagnes que nous produisons pour eux, mais de s'assurer qu'on n'a pas de biais quand on les conçoit. Bien sûr, des biais inconscients. Et donc à s'assurer de la mixité de nos équipes sur les 5 piliers qu'on vient d'évoquer avec des preuves. Voilà, on n'est plus dans de l'incantation. On doit prouver que nos équipes sont bien mixtes. Et selon les sujets, évidemment, on va y avoir des équilibres. Alors, on n'est pas sur des quotas, hein, mais la diversité de nos équipes, elle est de plus en plus regardée par nos clients. Nos clients nous demandent davantage de réfléchir à des recommandations des dispositifs qui vont eux-mêmes avoir un impact positif sur les enjeux sociétaux et plus seulement environnementaux. Voilà. Et puis, on a un enjeu d'attractivité, évidemment, et de marque employeur. Je pense que... J'allais dire, il y a les clients, mais il y a les salariés aussi. Et évidemment. C'est un très gros sujet. C'est presque le plus important parce que on se parle de guerre des talents, d'attractivité, on se parle de réputation de l'entreprise, on se parle de quête de sens, et pas que chez les jeunes. Et puis, on se parle aussi de rétention des collaborateurs. C'est-à-dire qu'un collaborateur ou une collaboratrice qui se sent pas complètement aligné avec ses propres valeurs au sein de son entreprise, ou à qui on donne pas les clés. Et d'ailleurs, on en avait parlé il y a quelques années quand on s'est rencontrés sur un autre sujet marque employeur, justement. Tout à fait. 89% des jeunes, et c'était déjà il y a quelques années, estimaient que c'était à l'entreprise de leur permettre d'avoir un impact positif sur le monde. Notamment parce qu'ils avaient conscience qu'ils allaient y passer un petit peu de temps. Donc, ils veulent pouvoir avoir un impact positif via leur métier et grâce à leur entreprise. Donc, oui, les enjeux sont multiples et
Et oui, c'est une nécessité. Donc j'explique souvent à mes clients que les contrats d'apprentissage peuvent jouer un rôle d'ascenseur social et d'inclusion, que c'est un outil gagnant-gagnant. Est-ce que vous avez recours aux apprentis chez Publicis ou à d'autres programmes spécifiques dédiés à l'inclusion des jeunes? Oui, alors bien sûr, et merci pour cette question, parce que c'est toujours important de redire à quel point on a besoin des stagiaires et des alternants. Donc nous, Publicis, chaque année, c'est environ 700 stagiaires et alternants. En tout cas, c'est des cas pour 22. Il y en a évidemment eu un peu moins les années Covid, mais là, on est remonté en flèche. Et donc, oui, l'apprentissage est évidemment une passerelle, notamment en termes d'inclusion. Alors, il faut savoir que dans le cadre de Un jeune, une solution et l'encouragement, on va dire, du gouvernement Mmh. à prendre et à ouvrir les alternances, dans un premier temps, malheureusement, ça a eu un effet un petit peu vicié. Ça a beaucoup profité, d'abord et en priorité, plutôt des élèves de grandes écoles qui, elles aussi, commençaient à découvrir les bienfaits de l'alternance et de l'apprentissage. Donc ça a été complètement rectifié, hein, du coup. Mais ça a été effectivement la première année, on s'est dit magnifique, on a doublé, triplé, quadruplé les chiffres d'alternance, mais ça profitait d'abord. Ouais, la cible n'était pas forcément la bonne. Ouais. Exactement. Ouais. Nous, on est très vigilants à une chose, donc évidemment, on recrute aussi à nouveau dans les grandes écoles et dans les grandes écoles de création, mais on est vigilant aussi à une chose, c'est à ouvrir notamment, par exemple, aux universitaires, alors qui viennent moins sur les sujets de l'alternance et de l'apprentissage, bien sûr, et puis à ouvrir l'alternance dès le bac plus 3. Parce que quand j'ai commencé ma mission, j'étais assez frappée de voir qu'il y avait énormément d'alternance sur le marché, justement, avec plein de grandes entreprises qui jouaient le jeu, avec des associations comme Job IRL, enfin, et ou d'autres. Plein de jeunes que je rencontrais, que je coachais pour aller passer des entretiens. Et à la fin, chacun sur le carreau, c'est-à-dire l'entreprise disant j'ai pas trouvé qui je voulais, et le jeune en question qui, du coup, n'avait pas d'alternance. Mais parce que l'entreprise mettait à disposition des alternances à bac plus 5, quand les jeunes qu'on a envie d'aider sont obligés, pour poursuivre leurs études, pour une grande part, de rentrer en alternance des bac plus 3. C'est la condition sine qua non pour beaucoup de la poursuite de leurs études. Ouais. Et donc aux entreprises de faire un pas, effectivement. Donc c'est nécessaire, c'est un moteur. On est toujours ravis d'avoir plein de jeunes qui nous bousculent et puis qui nous aident, surtout parce que la réalité, c'est qu'ils bossent et qu'ils bossent bien. Mais oui, c'est évidemment une passerelle pour l'apprentissage. Je suis juste un tout petit peu mesurée sur... je sens une espèce de course là, notamment... voilà, un emballement pour l'alternance et l'apprentissage dès post-bac. Et ça, il faut juste se redire que ça ne fonctionne pas sur tous les métiers. C'est fantastique pour plein de métiers. Dans le tertiaire ou dans le conseil, ça n'arrivera pas. Donc, je souhaiterais aussi que, du coup, l'éducation nationale ou l'enseignement supérieur fasse juste un petit peu attention à cela, de ne pas envoyer trop de gamins tout juste bacheliers se confronter au monde de l'entreprise qui, je dis à nouveau, sauf sur certains secteurs, dans d'autres, il est quasiment impossible de prendre un post-bac. Oui, on comprend. Voilà, c'est ça. C'est pas contre lui. Je pense que ça l'aide davantage. Et il y a besoin d'un peu de maturité pour rentrer sur certains métiers. Bien sûr. Donc là, on peut avoir des chiffres. Tu nous as donné des chiffres de stagiaires, d'alternants. La question que j'ai envie de te poser, c'est comment on mesure l'impact et la réussite de tous ces programmes liés à la diversité. Effectivement, parfois, on peut avoir des pourcentages, des pourcentages de personnes en situation de handicap, mais je trouve que c'est des sujets qui ne sont pas forcément évidents à mesurer. Est-ce que vous avez des outils, des méthodes chez Publicis, des KPI pour mesurer les progrès, on va dire, d'année en année qui sont faits sur ces sujets-là? Bien sûr. Alors, c'est quelque chose qu'on a mis en place récemment. Et quand je dis bien sûr, c'est pas toujours évident parce qu'il faut avoir un peu de cran pour se mesurer. Alors, plusieurs choses. La première, comme on n'est jamais mieux mesuré ou audité que par les autres, on a demandé à un cabinet conseil externe de nous, c'est pas un audit, mais en tout cas d'explorer nos data, donc Mixity en l'occurrence. D'accord. Et on a conduit 2 types d'enquêtes. Une première, c'était l'exploration de la data RH. Et donc, on regarde de manière très précise sur chacun des 5 piliers de la diversité, où est-ce qu'on en est, quelles sont les mesures qu'on a prises, le nombre de campagnes de sensibilisation qu'on a pu faire, le traitement différencié ou indifférencié, évidemment, d'une personne à l'autre. Sur la question des femmes, par exemple, d'évaluer
est-ce que ça permet de mesurer est-ce que les femmes ont le même nombre d'heures de formation que les hommes, par exemple. Ouais. Évidemment, ça répond aussi à tous les enjeux d'index Les écarts de égalité femmes. salaire, etc. Exactement. De l'autre côté, par exemple, sur la mixité sociale, en France, on vous dit toujours qu'il est interdit de mesurer les origines. La réalité, c'est qu'il y a une autre réalité. On sait bien que notre histoire de France fait que certains territoires sont plus divers et plus mixtes que d'autres territoires. Et que souvent, la mixité sociale induit aussi sociologiquement un peu de diversité d'origine. Donc, il y a un moyen qui est complètement valide par la CNIL, on le fait avec le ministère du Travail et l'égalité des chances, entre autres. C'est vous récupérez toutes les adresses de vos collaborateurs. Évidemment, il n'y a pas de nom, prénom associé, et ou des jeunes que vous recrutez. Et ça vous dit si oui ou non ils viennent de QPV. Et donc, ça vous montre, et effectivement, en très peu de temps, on s'est rendu compte, puisqu'on était très volontariste sur le sujet, qu'on passait quasiment de 0 à 15%, et je pense que nos chiffres vont être encore mieux l'année prochaine. Donc, on s'est mesuré sur les 5 piliers de la diversité de manière très concrète, et on a fait une enquête auprès de l'ensemble des collaborateurs, afin que ceux-ci nous évaluent sur la perception qu'ils avaient des engagements de l'entreprise, et sur leur volonté de traiter tel ou tel axe en priorité. Et à cette occasion, notamment, puisque c'est du déclaratif, ils sont en droit de dire « Je me sens appartenir à une minorité, si oui, laquelle et oui, pour quelle raison, mon apparence physique, ma couleur de peau, mon parcours académique, mon lieu d'habitation, mon identité de genre. » Et vous voyez apparaître quelque chose de très intéressant, sauf qu'évidemment, ça nous aide à progresser. Par exemple, question des personnes non binaires. Quand on fait l'enquête entreprise avec notre data RH, on ne voit apparaître aucun non binaire, puisque nous, nos data sont triés en monsieur et madame. Quand on pose la question aux personnes de se déclarer et de dire est-ce que je me sens appartenir dans mon groupe à une minorité, et si oui, pourquoi, et que certaines d'entre elles répondent non-binaire, on se rend compte que même si elles ne sont pas les plus nombreuses, il y a des personnes qui aujourd'hui n'ont pas, je mets des guillemets, d'existence. Parce que la case, la non-case, justement, non-binaire. La bonne case n'existe pas. Voilà. Et donc ça nous permet justement de flécher des choses sur lesquelles il faut qu'on travaille et sur lesquelles on travaille depuis 1 an qu'on a fait cette mesure. Et puis rendez-vous en janvier 24 pour des résultats qui devraient normalement être meilleurs encore que les précédents. Très bien, écoute, tu reviendras en 2024. Plaisir. Alors, pour qu'une entreprise soit vraiment engagée, se transforme, il faut bien sûr engager les collaborateurs, engager les salariés. Fin 2021, Publicis lançait un programme interne de transformation de ces métiers intitulé We Are Positivers. Est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? Bien sûr. Alors, We Are Positivers, c'est une initiative qui a été portée et initiée du coup par Caroline Darmon, notamment tout à l'heure on parlait de la RSE, très 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 encouragée par Agathe Bousquet là aussi. We Are Positiver était initialement plutôt dédié aux enjeux environnementaux, mais la réalité c'est que c'est transverse à l'ensemble de nos engagements. Et donc WAP, c'est parce que c'est aussi le nom d'une formation. C'est une formation inédite avec un outil inédit qui permet en fait d'éco-concevoir, qui a pour but d'éco-concevoir les campagnes. La dernière en date étant la campagne hexagonale de SNCF, qui est un magnifique film, et qui propose, pour être un peu précise, plutôt que de faire un tournage qui vous emmène sur l'ensemble des routes de France, et bien en fait un tournage en gare. Plutôt que d'aller tourner de nouvelles images, de récupérer ce qu'il est possible de récupérer des images d'archives de la SNCF. C'est aussi, évidemment, se parler de la représentation des diversités partout. C'est de faire en sorte que l'empreinte de ce spot soit la moins importante possible. Parce qu'avant d'aller parler de compensation, il faut d'abord penser à éco-concevoir. Et donc, c'est aussi un travail qu'on fait avec les clients. Et évidemment en interne, parce que si un brief n'est pas éco-conçu, à l'arrivée, il est difficile de faire une prod qui soit écologiquement responsable. Et l'arrivée, ça embarque tout le monde. Donc, où on en est pour ce qui est de la France. Donc, nous, en France, aujourd'hui, on est 5000, 5500 selon les périodes. Au jour où on se parle, il y a plus de 2200 collaborateurs qui ont été embarqués
à peine plus d'1 an et qui ont suivi cette formation, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. L'objectif, c'est effectivement d'arriver à la quasi totalité. Et puis, il y a tout un écosystème qui est mis en place autour pour qu'ils aient toujours l'occasion d'aller poser des questions, trouver un écho en interne, avec toute une forme de sensibilisation qui vont des conférences aux interviews, bien sûr. Et il y a un programme très important dans le cadre de WAP, comme je le disais, qui a démarré sur la dimension écologique, mais qui du coup désormais s'étend à l'ensemble des enjeux de diversité et d'inclusion. Un programme majeur qui est No Impact for Big Impact, et qui là explicite ce que je racontais tout à l'heure, ce programme d'accompagnement des clients pour une communication responsable et de tous nos métiers, incluant notamment une plateforme de calcul carbone de toutes nos actions. D'accord. Alors, question suivante. Je voudrais qu'on parle un peu des associations. Souvent, dans le S de RSE, on a le côté social, sociétal. Les entreprises nouent des partenariats avec des associations. Est-ce que c'est le cas, vous, chez Publicis? Est-ce que tu peux nous dire quels sont les partenariats associatifs un peu emblématiques ou historiques que vous avez noués? Et quel est le rôle de l'entreprise et de l'association? Comment est-ce que vous menez ces partenariats et comment vous soutenez ces associations? Est-ce que c'est du mécénat financier? Est-ce que c'est du mécénat de compétences? Parce qu'il y a finalement aujourd'hui beaucoup de moyens de soutenir le secteur associatif. Alors, c'est toujours intéressant de se poser la question des associations. Évidemment, elles sont nombreuses et puis elles sont variables en fonction des sujets. Et la meilleure manière pour nous de les soutenir dans un premier temps, sachant que, donc, à nouveau, nous ne sommes pas une fondation, la meilleure manière de les soutenir, la plupart du temps, c'est de réaliser des campagnes pro bono pour ces associations, et ce, quelle que soit la thématique. Je prends un exemple concret que j'ai eu la chance de porter. C'était une initiative d'abord très isolée, puis c'est devenu finalement le sujet de Publicis. C'était la cause, par exemple, de la protection de l'enfance, et où, durant le confinement, alors j'ai eu beaucoup de mal à dormir les premiers jours. C'était un gros sujet pendant le confinement, les violences familiales. Exactement. Et je voyais monter, évidemment, le nombre d'appels des femmes victimes de violences. Et c'était Statu Quo au 119 qui n'avait jamais reçu aussi peu d'appels, qui est le numéro où les signalements sont faits pour les enfants. Pour les enfants, qui sont d'abord très peu nombreux à connaître ce numéro. Et en fait, ils ne pouvaient pas parce que tout simplement, ils étaient enfermés avec leur bourreau, et que la difficulté aussi quand on est un enfant, c'est qu'on n'a pas toujours un téléphone à disposition. Bien sûr. Et où que les seules campagnes qui étaient réalisées à ce moment-là, en tout cas par le gouvernement, au début en tout cas, parce que ça a mis un petit peu de temps à arriver de leur côté, elles étaient à la télé et diffusées à 20h. Donc quand papa et maman sont à côté de vous éventuellement, et où que vous êtes ailleurs. Donc l'enjeu, ça a été de réussir à leur parler, notamment sur les réseaux sociaux, en leur expliquant aussi ce qui relève de la violence, parce qu'un enfant pour qui la violence est quotidienne, finalement, il ne sait plus ce qui relève de l'interdit, de pas l'interdit. Il n'a plus de repères. Exactement. Et juste en 3 semaines, c'était plus 80% d'appels au 119. Alors, c'est un triste chiffre, mais ça veut dire qu'il y a plus 80% d'appels au 119. Et voilà, donc ça, c'était une des manières. Il y en a plein d'autres. Oui, c'est un bon exemple. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. Voilà. Et donc là, évidemment, on fait tout gratuitement, ou de la même manière. Enfin voilà, Agathe Bousquet, qui est cofondatrice de Solidarité SIDA il y a plusieurs années maintenant, demeure évidemment très engagée pour la cause. Et donc, on va les accompagner en mécénat de compétences, effectivement, en influence, ça peut être en événementiel. Et on le fait pour vraiment beaucoup d'associations face à l'inceste ou d'autres. Donc ça, c'est une manière pour nous de travailler avec les associations et de les soutenir. Un deuxième point, c'est effectivement, parfois, pour être plus légitime ou intelligent sur un sujet, on va s'associer à des associations qui vont nous permettre de, mieux sourcer pour un casting, de concepteurs, rédacteurs qui ne seraient pas tous issus du même endroit ou de la même école. Il y a des associations qui vont nous aider à cela. Voilà, elles vont nous aider aussi à être plus fines dans les choix que nous faisons. Et je vais citer 2 assos qui me viennent là, parce que c'est encore une autre manière de travailler ensemble. Je travaille en réalité avec assez peu d'associations, pour être clair à nouveau, parce que je suis pas la fondation, même si j'en accompagne à titre personnel, mais dans le cadre professionnel, c'est un peu moins mon cas, c'est plus le cas de la fondation Publicis. Parmi les associations avec lesquelles on bosse en ce moment,
il y a Simplon. Oui. Voilà, il y a article 1. Ouais. Voilà, donc Simplon parce qu'on s'appuie sur eux pour travailler à de nouvelles stratégies de recrutement qui permettent d'élargir les viviers, de favoriser l'équité des chances, et nous aussi de nous doter en super talents dans un contexte de recrutement très tendu sur les thématiques de la tech et de la data. Et où article 1, avec qui nous travaillons à la définition d'un référentiel soft skills, parce que tout le monde est très friand de parler de soft skills. La plupart du temps, c'est pas très bien ce qu'on met derrière. Et puis une fois qu'on a dit à la ligne RH, très motivé, il faut davantage recruter sur les soft skills, sortir des sentiers battus, arrêter de mettre des offres qui soient trop enfermantes, voire excluantes. Une fois qu'on s'est dit ça, c'est comment je reconnais les soft skills. Si vous n'êtes pas, vous, naturellement doté d'une approche soft skills, parce que vous-même, vous êtes plutôt avec des soft skills qu'avec un diplôme, c'est difficile de les reconnaître chez les autres. Quelles sont les questions qui vous permettent de savoir si oui ou non cette personne est dotée de telle ou telle soft skills, et quels sont les soft skills dont vous avez besoin dans votre équipe. Et donc, voilà, 2 exemples de travail avec des associations, là, dans le cadre d'une convention de partenariat, tout simplement. Donc, donc voilà. Il y a plusieurs manières Exactement. d'accompagner les associations. Un mot de l'inclusion des personnes LGBT dans le monde professionnel. C'est un sujet dont on parle encore très peu, même si on en parle un peu plus. On sait qu'une personne LGBT sur 2 n'est pas out au travail. Selon toi, quel est le rôle de l'entreprise, quel est le rôle de l'employeur vis-à-vis de ces personnes et qu'est-ce qui est mis en place chez vous en faveur des personnes LGBT? Alors, on met plein de choses et je vais y revenir, mais il y a une question qu'il est hyper important de solder dès le début, effectivement, c'est est-ce que la question LGBTQI+, a sa place en entreprise? Voilà, c'est ma question initiale, parce qu'il y a en fait des chefs d'entreprise ou des entreprises qui ne comprennent pas bien, en fait, qui disent un peu, mais qu'est-ce que j'ai à voir avec ça, finalement? C'est une question personnelle, ça ne me regarde pas. Absolument. Et donc, c'est une question c'est pour ça que j'ai envie d'avoir ton point de vue. Mais encore un peu posée. J'espère qu'elle sera, ou qu'elle me le sera en tout cas de moins en moins. Oui, là, le sujet LGBTQI+, a toute sa place en entreprise. Pas parce que c'est un effet de mode, pas parce qu'il y aurait c'est pas un effet de levier de pression quelconque, mais parce que ça concerne tellement de personnes en France, dans le monde entier, mais en France. Que là aussi, tout à l'heure, on parlait des personnes non-binaires. Oui. Elles sont présentes en entreprise et elles ont leurs droits dans l'entreprise. On est un pays qui, en termes de droits sur la question LGBTQI+, est très en avance, en tout cas parmi les mieux lotis au monde. Mais on reste un pays qui fait partie des pays aussi les plus hétéro-normés. Donc, quand vous ne pouvez pas être qui vous êtes à la machine au café, à l'entreprise, ou avec votre collègue, et que vous passez votre temps à transformer quand vous êtes un homme et que vous êtes gay, plutôt que de parler de son compagnon, de parler de sa compagne, d'être dans cet exercice permanent parce qu'il ne se sent pas suffisamment safe pour évoquer, non pas sa sexualité, mais juste sa vie privée et pas son intimité. Et c'est là qu'il est important de faire une différence entre ce qui relève de l'intimité et ce qui relève de la vie privée. Je suis une femme, je suis enceinte, je viens au travailler. Je suis désolée, je viens un petit peu avec ma vie privée. Voilà. Et elle se voit et ça ne gêne personne. Et bien du coup, je me marie, je vais l'annoncer. C'est ma vie privée. Personne ne me reproche d'annoncer que je vais me marier. En l'occurrence, avec un homme. Eh bien, ce doit être la même chose pour une personne lesbienne, pour une personne gay. Je suis en phase de transition. Je ne suis pas à l'aise dans l'expression du genre qui m'a été assigné à la naissance. J'entame une phase de transition. Et donc, je vais changer. Et de sexe et d'identité, du coup, au sens administratif, mais aussi d'identité pour mes collègues. Donc, on fait comme si ça n'existait pas. On espère que la personne qui voudrait opérer une transition s'en aille d'elle-même de l'entreprise ou ne l'opère jamais. Ce sujet a sa place en entreprise. En revanche, et c'est pour ça qu'on ne parle pas du LGBTQIA+,
le A renvoie à la sexualité ou à l'aromantisme. Effectivement, moi, femme hétéro, personne ne me reproche de le dire. En revanche, j'ai aucune envie de partager à la machine à café ma libido et de la noter sur un baromètre, euh, mois après mois, pour le partager avec tout le monde. De la même manière, effectivement, je ne m'intéresse pas à la sexualité des, des collaborateurs ou des collaboratrices. Mais ils doivent pouvoir exprimer et être qui ils sont. Se cacher des autres, parce qu'on a peur que ça ait un frein sur sa formation, sur son développement, sur sa carrière. Tout autre, ce qui est quand même vraiment pas le cas chez nous et vraiment pas le cas dans les entreprises de communication, peut-être moins qu'ailleurs, mais il ne faut pas se leurrer non plus. On me pose encore ces questions. Donc c'est moins 26% se cacher de qui nous sommes et cacher aux autres qui nous sommes, c'est moins 26% de profitabilité, moins 26% de compétences déployées au profit de son travail. Voilà. Donc ça, il faut l'avoir en tête. On parlait tout à l'heure, il y a l'éthique et puis il y a la performance. Autoriser quelqu'un à être complètement lui-même, dans la mesure où effectivement on se parle de vie privée et pas d'intimité, c'est s'assurer qu'il puisse être complètement dédié à sa compétence dans le travail, entre autres. Et mieux dans ses pompes, accessoirement. Absolument. Ce qui est important aussi. Ce qui est prioritaire. Autre question sur la maladie. Publicis a récemment fait la une de la presse avec l'initiative qui s'intitule Working with Cancer, travailler avec le cancer, lancée à la suite de l'annonce de la maladie d'Arthur Sadoun, qui est président du directoire de Publicis, je le rappelle. Concrètement, comment le groupe s'engage pour l'inclusion des personnes touchées par le cancer? Est-ce que la maladie, c'est une diversité aussi, finalement? Alors, la maladie, est-ce que c'est une diversité? C'est en tout cas à un moment une singularité qui vous met dans une situation assez souvent d'être discriminé. Voilà. Alors malheureusement, le cancer sera de moins en moins une singularité puisque les statistiques montrent que nous devrions toutes et tous, ou en tout cas une personne sur deux, être frappée directement par le cancer au cours de notre vie. Et si c'est une sur deux frappée directement, c'est aussi le cas pour notre entourage et notre environnement. Donc voilà, la maladie, si c'est une singularité, elle le sera malheureusement de moins en moins. En revanche, effectivement, ce qu'il faut aussi réussir à faire qu'il le soit moins, c'est d'enrayer le phénomène qui rajoute à la maladie, qui serait la mise au banc, et où, parce qu'on ne se sentirait pas safe, sécure d'en parler, comme pour les autres sujets qu'on vient d'évoquer, LGBT, et bien de mentir sur sa situation et sa condition, ne pas poser d'arrêt de travail, mais des congés pour réaliser une chimiothérapie en l'occurrence, et ou accompagner son enfant dans le suivi de sa chimiothérapie, dans un pays où il a toujours été effectivement très difficile, alors a fortiori pour un patron, et j'ai bien dit d'ailleurs en plus un patron et pas une patronne, mais je pense que ce serait pareil pour une patronne, dans un pays où il est toujours un petit peu difficile de parler de ses failles ou de ce qui est considéré comme une faiblesse, là où on se rend bien compte qu'en fait, quand la vie vous brutalise un peu et que vous avez la chance d'en sortir, il se peut que vous soyez changé. Vous êtes forcément changé, mais il se peut que vous soyez un peu affaibli, que vous sortiez affaibli. Il se peut aussi, il y a de grandes chances que vous en sortiez renforcé. Oui. Voilà. Et donc, oui, Arthur Sadoun, qui est notre président de monde, a été frappé par un cancer. J'ai eu la chance de l'interviewer récemment sur le sujet. Et sans doute, ça lui a fait prendre conscience, tout en haut qu'il était, de la difficulté à vivre la maladie quand elle vous frappe, même quand vous êtes très bien entouré. Et donc, si c'était le cas pour lui, ça ne pouvait être que le cas pour ses collaborateurs. Donc, le pledge Working with Cancer a été lancé à Davos récemment et avec un écho dont on n'imaginait pas qu'il serait aussi important. Oui, peut-être parce que ça concerne beaucoup de monde finalement et que ça fait du bien d'entendre ça. Alors, dernière question, Leïla, avant de passer à notre deuxième séquence. Une question un peu globale, une question de synthèse. Quelles sont selon toi les clés d'une politique d'inclusion réussie
Est-ce que c'est la volonté? Est-ce que ce sont les moyens financiers? Est-ce que c'est avoir des idées, même si on n'a pas beaucoup de moyens? Est-ce que c'est choisir les bons partenaires? Tu vas peut-être me dire que c'est un peu tout ça, mais si tu devais me donner vraiment une clé, selon toi, quelle serait-elle? Alors, c'est évidemment un peu tout ça. C'est évidemment un peu tout ça, mais c'est surtout du courage. Et ça nécessite donc avant toute chose d'avoir une équipe absolument convaincue, concernée, et donc possiblement soi-même une équipe mixte, par les enjeux d'inclusion et de diversité, parce qu'il y a tellement de sujets qui ne sont pas euh, déroulés ou pensés pour vous d'avance, parce qu'il y a tellement de sujets à défricher, parce que malgré tout, ça demande un effort que de repenser son système de pensée, que d'admettre qu'on puisse avoir des biais, que si on a des biais inconscients, ils se sont retrouvés dans tous nos process, que des process, ça se change, mais ça prend du temps. Et puis ça coûte aussi parfois un petit peu d'argent. Et donc, si vous n'avez pas une équipe ou des équipes complètement convaincues que ce qu'ils font est nécessaire, on en revient à la nécessité pour l'entreprise et plus largement pour la société, et sans doute aussi un petit peu nécessaire pour eux, parce qu'on se répare toujours dans ces conditions, alors c'est sans doute ce qui est le plus, ce qui m'est le plus utile aujourd'hui. Évidemment, un budget, c'est utile, mais il faut avoir un peu de courage pour aller le chercher. Évidemment, d'avoir une vision, une feuille de route, une stratégie claire et partagée, c'est utile, mais ça me semble être un prérequis. Tout aussi important que l'équipe, il y a notamment par exemple les mentors ou les tuteurs. Si vous n'avez pas un collectif interne qui, au-delà du COMEX, est capable de mettre en place aussi, de déployer les stratégies d'inclusion de diversité que vous pouvez poser sur la table, alors vous êtes un peu tout seul et il ne se passe rien. Votre COMEX peut impulser, rayonner, vous soutenir. Vous pouvez définir des programmes super quali. Si vous n'avez pas 150 tuteurs et mentors pour vous suivre et prendre sur leur temps de boulot pour le faire, si vous n'avez pas 22 référents handicap, 50 référents ambassadeurs RSE, qui déploient aussi et qui animent chacun sur le terrain les politiques, ça ne fonctionne pas. Donc l'équipe, number one. Ouais. Ok, c'est très clair. Alors, on va passer à la deuxième séquence qui s'appelle du tac au tac. Il faut choisir entre deux choses et il est interdit de répondre les deux, évidemment. Et je précise qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est parti. Est-ce que tu es plutôt bain ou douche? Douche, incontestablement. Côte de bœuf ou tofu? Côte de bœuf. Avec raison. Non, mais je t'ai dit, il n'y a pas de mauvaise réponse. Plage ou piscine? Plage. J'adore toucher le sable. Plage, à la condition qu'il fasse chaud. Avion ou train? Train, chaque fois que je peux. Mais je continue de voyager en avion. Ouais, c'est pas toujours possible. Arrondi en caisse ou pourboire? Pourboire. Pourboire parce que j'ai une mémoire assez vive de mes années de serveuse, notamment à Dublin, aux États-Unis, où je travaillais pour y vivre, en fait. Ouais. Et où je me souviens parfaitement de ce que pouvait changer pourboire dans ma journée, dans ma semaine. Et c'était une espèce de rémunération un peu immédiate entre client et producteur, on va dire. Voilà, donc pourboire. Gourde ou bouteille d'eau? J'essaye de plus en plus la gourde. Réunion en présentiel ou en distanciel? Présentiel. J'ai besoin du contact humain. De sentir les autres, de sentir l'ambiance. Je reconnais que le distanciel est parfois très bien pour pouvoir gagner du temps et qu'on peut mettre ailleurs. Mais, donc, je ne suis pas une anti-distancielle. En revanche, je préfère le présentiel. Livre ou liseuse? Livre. J'ai besoin de toucher les pages, de le posséder. Alors, c'est un petit peu bizarre. On en riait avec un ami. On se disait que c'était pendant longtemps, et peut-être encore aujourd'hui, notre seul patrimoine. Ouais. Donc, du coup, on adore exposer notre patrimoine sur notre bibliothèque. Et puis, j'ai un rapport gourmand au livre. Et le sentiment, finalement, que le moment qu'on passe ensemble, il y a une espèce d'histoire qui se construit et que je peux repasser en revue ou caresser de regard sur la bibliothèque. Ouais, je comprends. C'est un objet à part entière. Complètement, le livre. Du coup, journaux papier ou tablette? Est-ce que tu vas me dire journaux papier? Alors, je préfère les journaux papier, mais je consomme davantage la tablette. Parce que je consomme notamment l'information beaucoup dans les transports en commun.
et que la tablette est pour ça plus facile d'usage. Merci beaucoup Leïla pour ces réponses du tac au tac. Ce podcast touche à sa fin. Je vais te laisser la parole pour le mot de la fin. Tu nous dis vraiment ce que tu veux, en 1 minute, le grand message que tu veux faire passer à nos auditeurs, sachant que la cible de ce podcast est essentiellement B2B, donc on a beaucoup d'entreprises qui nous écoutent. Si tu as peut-être un conseil à leur donner ou une bonne pratique qu'elles puissent mettre en place. Alors, si j'avais un conseil à donner, il y a un peu d'ordre général, mais ça rassemble tout ce qu'on s'est dit, c'est que vous y alliez pour des raisons d'éthique et de responsabilité ou par souci de la performance. Ne vous posez pas la question de savoir si vous devez embrasser les enjeux de l'inclusion de la diversité. Ce n'est plus une option. Quand s'est posé la question, et ceux qui se la sont posés trop longtemps, de la transition digitale, faut-il y aller, oui ou non, à quel rythme, peut-être demain, boum, ils sont plus du tout là pour en parler parce que ceux qui ont réfléchi trop longtemps, trop tard, ils sont morts. De la même manière, quand on a interrogé les enjeux de transition écologique, en fait, ne vous posez pas la question. Là, la question, c'est savoir à quelle vitesse vous y allez, vous les embrassez. Il n'est plus question, pour des raisons évidentes, de protection de l'environnement, de protection et de préservation de notre survie, et aussi de votre réputation et de votre business, de ne pas scier la branche sur laquelle vous êtes assis, et donc d'y aller. C'est la même chose pour les enjeux d'inclusion et de diversité. Il n'y a plus d'autre choix que d'y aller. Ceux qui n'y vont pas seront, je pense, demain très à la traîne, que ce soit en matière d'attractivité des talents, mais tout simplement aussi de création et d'innovation. Diversité et inclusion, c'est prouvé. Goldman Sachs, Deloitte, tous les ans sortent des études qui nous montrent que c'est 30% de plus de profitabilité par collaborateur. Que les entreprises dont les équipes sont mixtes et diverses, je ne dis pas qu'ils font de l'incantation, qui ont vraiment des équipes mixtes et diverses, ont 60% de chances de plus de performer dans de gros volumes commercialement. Avec notamment à l'appui de grosses boîtes américaines dont on peut se dire qu'elles sont toutes sauf philanthropes et puis tout sauf modestes économiquement. C'est prouvé. Vous ne pouvez pas passer à côté de ces enjeux de performance. Voilà, ça me semble inconcevable et puis un petit peu inconséquent. Et tant mieux si ça fait progresser la cause. Le message est très clair. Un grand merci Leïla pour tes conseils, pour ta vision. Un grand merci d'avoir partagé ton expérience avec nous. La semaine prochaine, j'aurai le plaisir de recevoir une autre personnalité ultra engagée, Emery Jacquia, président de la CAMIF et président de la communauté des entreprises à mission. Fantastique. Merci beaucoup Leïla. Bonne journée à nos auditeurs, bonne journée à tous. Très bonne journée.